l'université, écrivain francophone et vietnamien. Comme nous le savons, l'ordre de Saint-Michel 1469-1830 peut être considéré comme le précurseur de l'ordre des arts et des lettres. Destiné à l'origine à l'aristocratie, il va tendre au XVIIe et XVIIIe siècle à devenir un ordre de mérite civil où seront distingués un certain nombre d'artistes, architectes ou gens de lettres. Le prestige de la culture française a contribué à la création d'une décoration spécifique adaptée au monde des arts et de la littérature. Créé le 2 mai 1957, cet ordre des arts et des lettres a pour le but de rendre hommage aux écrivains, aux artistes, aux créateurs de tous les pays qui trouvent en France une terre pour accueillir, pour célébrer leur art. Pour commencer, nous saluons à cette cérémonie la présence de M. Charles Rosselin, ancien ministre, ancien président du Conseil général du Côte-d'Armor, membre honoraire du Parlement. Monsieur Nguyễn Bạch Thắng, ministre conseiller de l'ambassade de France du Vietnam en France. Monsieur Jean Robert et son épouse, député ancien vice-président du Conseil général de Côte-d'Armor. Madame Ella Luc, sénatrice honoraire. Monsieur Ngo Kim Hong, président de l'Union générale des Vietnamiens de France. Monsieur Joseph Aekoe, directeur de publication du magazine international Francophonie. Monsieur Nguyen Xuân Đông, directeur adjoint du Centre culturel du Vietnam en France. Et Monsieur Gérard Davio, président de l'Association d'amitié franco-vietnamienne. Monsieur Nguyen Thiep, ambassadeur du Vietnam en France, et Monsieur Pierre Brunel, professeur de l'Université Paris-Sorbonne, vous prie de bien vouloir excuser leur absence en raison d'une modification de dernière minute de leur agenda en lien avec leur activité professionnelle. Mesdames et messieurs, voici maintenant le mot de bienvenue et intervention sur l'auteur enragé de Monsieur Nguyễn Văn Bồn, ami personnel de famille de Madame Trần Thị Hào, président délégué de l'Union générale des Vietnamiens de France. Très chanceux, très heureux, heureux de pouvoir vous accueillir ici, Monsieur le ministre délégué, Mesdames, Messieurs, les représentants du monde culturel, amis et familles de Madame Trần Thị Hào, au siège de l'Union générale des Vietnamiens de France, qui sera l'an prochain une dame centenaire. Madame Trần Thị Hào, nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer et féliciter la chère et brillante amie que vous êtes pour moi personnellement depuis 20 ans, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes de la communauté des Vietnamiens de France. Vous m'avez demandé de dire quelques mots en ouverture de cette cérémonie de remise des insignes de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, mais je vais parler peu des arts et des lettres, mais plutôt de chevalier, au sens de celui qui parcourait le monde pour se battre au nom de ses idées. Ce que nous nommerons aujourd'hui une personne engagée. Vous êtes une auteure engagée, telle que le définit le petit Robert, prenant conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps, renonce à une position de simple spectateur et met sa pensée au service d'une cause. Et vous, la cause que vous servez, c'est la culture de la paix.
Madame, je tiens ce soir à saluer une ambassadrice de talent, la passeuse, parfois on dit maintenant passeur avec un E, constant à la fois de la culture française et vietnamienne, ici et là-bas. Vietnamienne engagée et francophone passionnée, vous n'avez cessé de travailler au rayonnement des cultures des deux pays. Vos livres abordant des sujets très variés aident à comprendre l'histoire contemporaine et la civilisation vietnamienne. Ainsi, pour vos lecteurs, quel que soit l'état de leur connaissance du Vietnam, un peu, beaucoup, pas du tout ou passionnément, vous avez écrit soit dans la langue de Molière, soit dans la langue de Nguyen Du, plusieurs ouvrages, par exemple Illusion des études à l'étranger, Proverbes, diction et locution usuelle en français et en vietnamien, Introduction à la connaissance du Vietnam, etc. Interprète fidèle et talentueuse de la sensibilité et des sentiments des femmes du Vietnam dans leur existence en temps de guerre ou de paix, sur tous les fronts, dans un pays où le confucianisme pèse encore sur le système social, à savoir l'importance du respect de la hiérarchie familiale et sociétale, même dans un régime socialiste. Tel, la jeune fille, dans La jeune fille et la guerre, une de ces héroïnes du quotidien qui continue inlassablement son travail de tous les jours, malgré les difficultés, afin de préserver l'avenir. Mais peut aussi, au nom de la piété filiale, tout sacrifier le bonheur des études pour sauver la pureté idéologique de son père. Une leçon de courage à la vietnamienne, sacrifice que l'on peut cependant mettre en parallèle avec celui de Jean Valjean au bénéfice du bonheur de Cosette dans Les Misérables, roman de cas de conscience, thème de votre thèse de doctorat soutenue à Paris 4 en 2202 déjà. Les femmes ne sont pas épargnées non plus par les violences de la guerre. 40 ans après la fin des conflits, l'agent orange tue encore. Quand j'aurai 20 ans dans 2 jours, Lan, une jeune étudiante en français, née dans les années du Doi Moi, qui n'a jamais connu ni la Révolution ni la guerre, pourtant, elle va être rattrapée par la maladie causée à la suite du bombardement des produits chimiques de l'aviation américaine. Madame Thao, vos activités s'étendent bien au-delà de l'écriture des romans. Permettez-moi de souligner l'enthousiasme et la passion qui vous animent et votre implication au sein de l'IGF, où vos talents d'écrivaine sont appréciés et salués tout autant que votre militantisme. Vous avez ainsi écrit dans vos requêtes de nombreux articles ou des reportages sur toutes les thématiques concernant les Vietnamiens de France, comme citoyens sans droit de citoyen, U23, communion d'un peuple à propos d'une finale d'un match de football. Actuellement, vous êtes une plume très efficace au comité éditorial du livre qui va paraître en 2019, Union générale des Vietnamiens de France, un siècle, un chemin, 1919-2019. Je ne saurais oublier vos contributions aux diverses initiatives de soutien à Mme Châu Tô Nga en procès contre les firmes chimiques américaines fabriquant de l'agent orange. Madame, pour votre parcours de qualité, aux 2 facettes complémentaires, l'une éducative, je dirais universitaire, l'autre littéraire, et votre engagement personnel au service des 2 cultures, permettez-moi de vous renouveler mes plus chaleureuses félicitations et souhaite que vous puissiez longtemps œuvrer à continuer
longtemps à œuvrer à perpétuer cette magnifique tradition. Maintenant, il y a M. Will McCann, ministre conseiller de l'ambassade du Vietnam en France. Monsieur le ministre, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le président de l'UGVR, chers amis de la famille de Madame Chen Thi-Hao. C'est un grand honneur pour moi d'être présent ici à la cérémonie de remise des insignes et des aides de lettres à notre très chère, que j'appelle sœur, Chen Thi-Hao. Et puis, je m'excuse au nom de notre ambassadeur qui aurait bien voulu être là, mais retenu par un engagement professionnel, donc il s'est excusé. Madame Hao, je fais un petit parcours, petit CV de notre chère sœur Hao. Elle est née au Vietnam, professeure de français et de littérature française à l'Université de Hanoï pendant plusieurs années et actuellement chercheure en littérature française à l'Université de la Sorbonne Paris, où elle a obtenu la licence et la maîtrise en 92, le DA en 99 et le doctorat en 2002, déjà 17 ans, 16 ans. Et en même temps professeur de littérature vietnamienne. Madame Chen Thi-Hao s'intéresse donc à la double culture française et vietnamienne, donc double culture qu'elle a la chance de partager avec les étudiants vietnamiens et les étudiants français. En vietnamien, elle présente à ses compatriotes la France et son peuple à travers leur histoire, leur géographie, leur culture, leur littérature, en passant par leur système économique et politique. Elle partage avec les élèves français, les élèves vietnamiens, tout ce qu'elle voit, lit, étudie, tout ce dont elle témoigne, sous forme de nouvelles récits romans. En français, elle aime faire découvrir au français, aux élèves français, les différents aspects du Vietnam et de la culture de ces hommes. Son premier roman, intitulé La jeune fille et la guerre, publié en 2007 chez Le Matin, est presque en autobiographie romancée. Élevée dans une famille traditionnelle marquée par le confucianisme, enfant du régime socialiste du Nord-Vietnam, l'héroïne du roman se bat dans des conditions extrêmement difficiles, tant sur le plan matériel que spirituel, pour vivre dignement. Autour de l'histoire de cette jeune fille, le roman trace un tableau de la société vietnamienne dans les années 60 et 70. À partir de l'année universitaire 2016 et 2017, ce roman a commencé à servir de roman de manuel didactique en France et dans les pays francophones. Son deuxième livre, publié à la même année chez le même éditeur, est un essai sur le Vietnam qui s'intitule Une introduction à la connaissance du Vietnam. C'est un guide culturel qui permet aux lecteurs de parcourir le pays, de vivre le quotidien de notre peuple à travers différentes périodes. Et au-delà de l'aspect touristique, cet essai est intéressant il est intéressant de pénétrer dans les mœurs et les coutumes des Vietnamiens d'autrefois pour comprendre notre pays d'aujourd'hui. Son troisième livre, intitulé, publié en 2010 et intitulé A toujours ma concubine, est une histoire vraie, romancée d'un couple franco-vietnamien. Leur histoire, par ses péripéties, ressemble à un roman et par certains faits miraculeux s'apparente à une légende. Elle commence en Indochine, cette histoire commence en Indochine en pleine période coloniale. Les deux protagonistes du roman, le mari est décédé, la femme est encore vivante et habite actuellement à Marseille. Le quatrième est un lexique de notre
que M. Beaune a présenté est un lexique qui propose quelques 1500 proverbes, dictons, locutions, usages français et les équivalents vietnamiens. C'est un travail de longue date, de longue haleine, qui répond aux besoins et aux attentes de ceux qui étudient et souhaitent se perfectionner et qui poursuivent des recherches linguistiques dans les langues de Molière et de Zoe. Ce lexique a pour titre Proverbes, dictons, locutions, usages en français et en vietnamien, publié en 2010 à la maison d'édition Amazon. Un autre roman publié à la même maison d'édition en septembre 2014 est intitulé La dernière impératrice d'Anna. C'est un roman à caractère historique de Nam Phương, de la reine Nam Phương, épouse de Mao Dai, du roi Mao Dai, le dernier roi de la monarchie vietnamienne. Ce roman était parmi les 10 finalistes du prix littéraire de l'Asie en 2015. Et tout dernier roman, J'aurai 20 ans dans 2 jours, vient de naître chez Lamatan. Ce roman est fondé sur un des souvenirs poignants de l'expérience personnelle et de bénévole de l'auteur dans l'association Fraternité Oasis. Durant des années, elle a accompagné des Français et des Suisses dans leur visite chez le filleul vietnamien, vivant dans des zones difficiles de Hanoï, dans les orphelinats et dans les hôpitaux. En publiant ce témoignage intime et bouleversant, notre cher Cholti Hao veut rendre hommage aux familles de vétérans invalides de guerre qui lui ont confié des histoires similaires lorsqu'elles travaillaient aux côtés des associations humanitaires. Et outre ce roman, elle a également publié des nouvelles, des périodes, des essais comme Fleur dorée d'abricotier devant la tempête. Ces nouvelles ont été publiées dans des différentes publications vietnamiennes. En dehors des œuvres, elle écrit pour d'autres activités comme pour le président délégué a dit, elle est membre actif de différentes associations comme de l'UGVR, de l'association Rams Mekong Garonne, membre correspondant de l'association Contact Mort Vietnam. Elle apporte une aide permanente à des différentes associations comme Touraine Vietnam, Fleur de Rizière, le Parfum du Vietnam. Et elle est présente à toutes les activités humanitaires organisées par ces associations et d'autres associations comme Lison d'eau, Lison de la Marne, ARV de Chaussée-le-Roi et tant d'autres. Pour toutes ces œuvres et ces publications et ces contributions, notre chère Cholti Hao, elle mérite amplement les insignes des arts et des lettres, une haute distinction qu'elle reçoit aujourd'hui de la main de Monsieur le ministre. Et je profite de cette occasion à exprimer nos sincères et nos chaleureuses félicitations à notre chère sœur Cholti Hao. Personnellement, je la connais depuis que j'étais étudiant à l'université. C'est une héroïne, c'est une lue, mais à côté de son travail d'écriture, elle s'est consacrée pleinement à l'éducation de ses enfants avec son mari, de l'éducation de ces trois enfants qui ont maintenant qui ont commencé dans la société vietnamienne et la société française, avec vraiment, elle est à la fois une plume, mais également une mère, une bonne mère, une bonne femme aussi. Je ne dis pas une bonne femme, une femme à côté de son mari qui a également travaillé au poste d'ambassadeur, ancien ambassadeur du Vietnam auprès de l'UNESCO. Voilà. Donc, mes félicitations et également nous attendons de toi de nouvelles publications, de nouveaux romans, cher Hao. Merci.
et messieurs, Monsieur Pierre Prunel, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, académicien de l'Institut de France, Académie des sciences morales et politiques, ne peut pas assister à la cérémonie aujourd'hui, mais il a envoyé une lettre de félicitation à Madame Chapdihar. Permettez-moi maintenant de la lire. Paris, le 24 mai 2018. Mesdames et messieurs, j'ai eu la chance de diriger à l'Université de Paris-Sorbonne la thèse de doctorat de Madame Chapdihar, auteur du parcours d'exemplaire, validation des licences et maîtrise en 1992, DEA en 1999. Elle a obtenu ce doctorat en 2002 dans les meilleures conditions. En tant que l'ancien directeur des cours de civilisation française à la Sorbonne, j'ai pu l'associer plusieurs fois aux enseignements de français, langue étrangère qui y sont dispensées. En effet, elle a eu une longue et riche expérience de l'enseignement du français au Vietnam et on lui doit de précieux manuels pour l'enseignement du français langue étrangère, pour l'enseignement de la civilisation et de la littérature française. On lui doit aussi des cours, des séminaires, des conférences sur la francophonie, sur la littérature vietnamienne, etc. Enfin, elle a eu une très belle carrière d'écrivain depuis son premier roman, que j'avais beaucoup aimé, La jeune fille et la guerre, L'Argenton 2007, nourri de sa propre expérience jusqu'au quatrième, le plus récent, que j'ai eu l'honneur et le bonheur de préfacer, et qui est tout à fait bouleversant. J'aurai 20 ans dans 2 jours, même éditeur en 2016. On lui doit également une précieuse introduction à la connaissance du Vietnam en 2007, un ensemble de proverbes, dit-on, locution usuelle en français et en vietnamien 2010, ainsi que tout un ensemble de publications en langue vietnamienne. Épouse d'un ancien ambassadeur du Vietnam auprès de l'UNESCO, Madame Chapdihar dépense beaucoup d'énergie en faveur de la francophonie. Pour toutes ces raisons, je suis très heureux de l'avoir obtenue cette décoration qui me paraît amplement méritée. Pierre Prunel, professeur émérite de littérature française et comparée à l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Institut de France. Mesdames et messieurs, nous invitons maintenant son excellent Monsieur le ministre Charles Joursin à procéder maintenant à la remise officielle des insignes de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres à Madame Chapdihar. Il va prendre la parole et puis la remettre une médaille à la reine. Monsieur le ministre conseiller, Madame l'ambassadeur, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Monsieur l'ambassadeur, j'ai provisoirement perdu de vue, mais je suis sûr qu'il est là. Voilà. Je savais, mesdames et messieurs, je savais en venant ici que l'ambiance serait chaleureuse. Je n'avais pas prévu le surcroît de chaleur que la météo nous apporterait, mais ceci contribue à la fête, mais nous situe plutôt au sud-Vietnam qu'au nord. Madame Ao, votre modestie va souffrir. C'est la loi du genre. Il me faut justifier la décision de la ministre de la Culture. Donc, entretenir l'assistance, qui a déjà été d'ailleurs un peu informée, des mérites qui vous vont valoir cette distinction. Entre la guerre du Vietnam et la guerre d'Indochine, il y a eu finalement peu de temps. Et c'est dans cet intervalle entre le combat désespéré, perdu d'avance, entrepris par la France pour sauver le fleuron de l'empire colonial, et la croisade anticommuniste meurtrière des États-Unis, c'est dans cet intervalle que vous êtes né.
Athènes. La jeune fille et la guerre nous en apprendra davantage sur les conditions de cette naissance d'une famille traditionnelle, Confucius présent partout, avec peut-être a-t-il influé votre choix, ce célèbre compatriote, le célèbre poète. Je me plais à imaginer qu'il a joué un rôle dans cette détermination d'une carrière littéraire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez rencontré l'école très tôt, et malgré les difficultés qu'on imagine, les bombardements, les alertes, les difficultés du vivre au quotidien, rien ne vous a détourné de cette vocation. Tout naturellement, vous vous inscrivez à l'université de Hanoï pour faire de la littérature, pour approfondir vos connaissances en civilisation. Vous obtiendrez votre licence avec une mention très bien. Ce n'est que le début d'une longue série de victoires, en accumulant à chaque fois d'ailleurs les mentions. Cerise sur le gâteau, on l'a dit à l'instant, ce doctorat d'État conquis à la Sorbonne, avec mention très honorable et les félicitations du jury. Je crois que c'est l'expression consacrée. Mais vous n'en êtes pas là encore, quand en 1992, le Berti et sa fraternité Europe-Asie vont vous mettre dans la boucle costarmoricaine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, il faut savoir que le département qui fut des Côtes du Nord s'appelle, nous y sommes employés quelques-uns, Jean s'en souvient, Pierre aussi, en transformer le nom et en faire les Côtes d'Armor. Ça nous mettait à l'ouest, du côté de la mer, ce qui nous arrangeait mieux que le nord. Et tout naturellement, nous avons inventé cet adjectif, les costarmoricains. Quelque part, Madame Ao est costarmoricaine. Car depuis ce moment-là, elle a continuellement accompagné l'organisation des voyages, l'accueil des délégations, parfois de Vietnamiens en Bretagne, parfois de Bretons au Vietnam. Et nous avons eu la chance, quelques-uns qui sommes ici, de profiter de vos talents de guide, et pas seulement, aussi d'enseignants déjà, vis-à-vis de nous. Mais les Bretons ne sont pas les seuls à avoir profité de vos qualités. Je pense aux Suisses, en clair, les francophones, au sens large. Peut-être même les Russes en ont-ils profité, car je sais que votre première licence était civilisation étrangère, russe et français. Je me doute bien, vous avez dû avoir aussi quelques connaissances dans ce domaine. Votre engagement associatif fait la différence par rapport à beaucoup d'auteurs, mais c'est votre écriture qui fait la différence par rapport à d'autres engagements associatifs. Car ce qui est impressionnant, chère Madame Ao, c'est que pendant tout ce temps, vous avez votre famille, avec évidemment l'amour de votre mari, je suis heureux de saluer, j'ai eu la chance de rencontrer dans d'autres circonstances. Il me rappelait qu'il m'accompagnait quand j'avais reçu Madame Bide au ministère, grand moment. La ministre que j'étais, elle m'avait d'ailleurs reçu également à Hanoï, autre grand moment, évidemment, pour moi. Vous avez pu transmettre aussi à vos enfants, semble-t-il, cet amour de l'école, de l'enseignement. Dois-je rappeler que votre dernière, qui ne peut pas être avec nous en ce moment, elle fait un stage au Pérou, est centralienne, ce qui n'est pas rien dans la hiérarchie des diplômes et des qualifications. Mais ce qui va
plus sûrement vous valoir d'être distingué et de recevoir ce soir, et j'ai l'honneur d'être l'instrument. Cette distinction, c'est bien entendu la manière dont vous avez servi la langue et la culture et du Vietnam et de la France. Vos œuvres ont été citées par notamment monsieur le ministre conseiller, je n'y insisterai pas, j'aurais du mal d'ailleurs à m'en rappeler la liste complète. Je veux quand même lire un extrait de La jeune fille et la guerre qui me paraît intéressant. C'est une belle analyse de votre prestation. C'est Madame Tillard, ancienne élève de l'ENS de Sèvres, docteur en littérature, qui nous en donne cet aperçu. Tran Thiao, originaire du Nord-Vietnam, nous livre dans La jeune fille et la guerre un témoignage spontané, sans fioriture, dans une langue extrêmement simple, la langue de la petite fille, puis de la jeune fille qui a vécu les événements. Elle évoque son enfance sous les bombardements américains, la guerre vécue à hauteur d'enfant, avec le départ de son père pour le front, l'exil à la campagne, les abris dans lesquels elle et sa famille se réfugiaient à chaque alerte, et où les crapauds la terrifiaient davantage que les avions. Un bombardement meurtrier dans lequel sa mère trouvera la mort. Et pourtant, elle nous fait revivre par l'écriture un Vietnam toujours debout, des couleurs, des saveurs incomparables, une fraternité qui ne se dément jamais. La générosité sans limite de ceux qui accueillent les réfugiés à la campagne, les études poursuivies malgré tous les obstacles et la découverte de la grande ville. Elle dresse aussi le portrait de ces héroïnes du quotidien, pour reprendre une expression de circonstance, qui tentent, au milieu du chaos, de préserver l'avenir en continuant leur travail malgré les bombardements, en allant à l'école envers et contre tout, en relevant chaque jour le défi d'assurer la subsistance. Elle met en lumière l'incroyable force de vie qui a animé le peuple vietnamien durant tant d'années terribles, le courage modeste des gens ordinaires. Après le passage des avions, on ramasse les livres tombés à terre, on balaye les décombres et on se remet au travail. Pourtant, le livre de Tran Thiao s'achève sur une note plus mélancolique. Après la guerre, les héros d'hier, changés par l'argent et le confort, ont parfois un peu oublié leurs idéaux. C'est hélas, malheureusement, et un peu partout, assez souvent le cas. Mais j'ai tenu à faire profiter de ce passage, car elle me semble mettre en lumière la nature profonde, en fait, de Madame Mao, l'engagement qui a été souligné tout à l'heure, sa générosité, son optimisme aussi. Et moi, je voudrais, avant de procéder à la remise de cette distinction, dire mon admiration pour vous, pour l'œuvre, et surtout pour la personne, pour l'extraordinaire générosité que vous déployez dans votre engagement au quotidien, mais aussi dans votre engagement universitaire. Je pense que les élèves, les étudiants qui vous rencontrent ont de la chance. J'espère qu'ils seront encore nombreux à pouvoir profiter de cette intelligence et surtout de cette sensibilité. Madame Mao, je vais, si vous le voulez bien, procéder à la remise de la distinction qui vous a été très très justement attribuée. Madame Mao, au nom de Madame la ministre de la Culture, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre des arts et lettres.
Charles Rosselin. Et maintenant, je laisse la parole à Madame Tchadéha. Son Excellence, Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade du Bénin en France, Monsieur le député, Madame la sénatrice honoraire, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je souhaite avant tout propos vous remercier tous de votre présence qui me comble de joie. Et c'est avec un immense plaisir que je partage avec vous ce moment si spécial pour moi et j'en suis vraiment touchée. Son Excellence, Monsieur le ministre, vient de parler de moi en termes élogieux et je le remercie chaleureusement pour son intérêt envers moi et mon parcours. Et je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade du Bénin en France, à Monsieur le président délégué de l'Union générale des Vietnamiens de France pour leur prise de parole, et également à M. Pierre Brunel, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Institut de France, pour sa lettre de félicitations. Le chemin que M. le ministre vient de me décrire est pour moi une ligne qui a trouvé, au fil de mes expériences, au fil des opportunités qui se sont montrées, une voie toute tracée qui me semblait être la seule à suivre. Bien sûr, elle a comporté des déceptions, et lorsque j'en parle, je me rappelle d'un poème de Mas Alexis intitulé « La vie n'est pas toujours facile », paru en 2001 dans son recueil de poèmes « Livre de pensée ». Mais cette fois a su me permettre de vivre de nombreux moments de joie, de partage et de découverte. Je le dis parce que pendant les heures de cours, pendant les conférences, les séminaires, mon cœur remplissait de joie lorsque j'ai vu les yeux attentifs des étudiants, des auditeurs, de remarquer leur intérêt envers mes leçons, mes interventions. J'ai eu l'occasion de travailler avec les professeurs d'université expérimentés, même très expérimentés, pour rédiger des manuels universitaires. Et concernant les activités que j'ai menées bénévolement auprès de plusieurs associations humanitaires, j'étais très heureuse de rencontrer des gens qui ont un cœur d'or, des gens qui sont prêts à aider les personnes pauvres, défavorisés, les enfants handicapés, orphelins ou les enfants de la rue au Vietnam. Et dans la création littéraire, j'ai eu le plaisir et la chance de rencontrer non seulement les auteurs, les écrivains français, vietnamiens, mais aussi francophones qui sont venus des autres coins du monde. Et j'ai reçu pas mal de retours positifs, de courriels des lecteurs et lectrices qui m'encouragent beaucoup. Et mon cœur, mon esprit, mon âme ne sont plus que joie. Et aujourd'hui, une reconnaissance m'est accordée au regard de ce parcours. Et c'est pour moi un honneur qui me comble au plus haut point. Ménandre, le poète grec, a écrit « Le fruit le plus agréable, le plus utile au monde est la reconnaissance ». Cette haute distinction me conforte dans la voie que j'ai choisie, me donne encore plus de courage pour le chemin qui me reste à parcourir, aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle. Sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire honneur à cette décoration. Et je souhaite d'autre part associer à cette distinction certaines personnes qui ont joué un rôle important dans l'exercice de mes activités. Tout d'abord, mes professeurs, mes collègues au département de français de l'Université de Hanoï, mes professeurs, mes collègues à l'Université Paris-Sorbonne, particulièrement M. Pierre Brunel, mon directeur de thèse. Messieurs Pierre-Yvon Trémen, Henri M. Jean Aubert, qui est là parmi nous, j'ai la chance
la voix. Et ils étaient vice-président du Conseil général des Côtes d'Armor, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la politique de décentralisation pour aider le Vietnam. Et ensuite, Madame Yveline Ferré, écrivaine française, donc je ne pourrais pas toutes citer nominativement, mais je tiens à remercier tous celles et ceux qui sont à mes côtés, qui m'encouragent quotidiennement. Et enfin, mes remerciements ne seraient pas comblés si je ne dédiais cette distinction honorifique à mon mari, mes enfants, qui ont supporté cette épouse, cette maman, parfois peu disponible, et carrément passionnée à les faire basculer dans le domaine littéraire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les mots me manquent pour vous exprimer toute mon émotion et tous mes remerciements à vous tous, même aujourd'hui, à mes amis, à mes quelques étudiants qui sont là, qui sont en tunique vietnamien traditionnelle, qui vont vous servir tout à l'heure, aux chanteuses, aux chanteurs, et ainsi à notre ami de longue date, M. Liu Thanh Dũng, pour le programme artistique qui suit. Je ne peux pas tout dire, mais je tiens à ce que vous sachiez que je continuerai à essayer d'être toujours moi-même et de ne jamais dénaturer cette expression qui coule dans mes veines. Et enfin, je vous remercie vous tous pour votre attention. Quelques morceaux de musique et de chant vietnamien et français. Pour commencer, Thu Thủy va interpréter Thư tình cuối mùa thu, lettre d'amour de fin d'automne, paroles de Xuân Quỳnh. Trời mây trắng bay lá vàng thừa
cùng tình yêu ở lại. Kia bao người ai đi qua vùng heo mây, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Tôi xin maintenant Quốc Việt va chanter những nẻo đường phù sa, les chemins alluviales, paroles et musique de Bảo Phúc. Trong gió mùa bên dòng nước trôi lững chờ một ngày tươi sáng, nước sông Hậu Giang xanh nước nhiều chuyến tàu đưa người đi tìm đường tranh đấu, dần lại đời biết mai sau. Gió sông cuốn trào như ngàn tiếng kêu hét nào, cùng tìm đường tranh đấu sau tháng khổ đau buồn kiếp sau. Lắng nghe tiếng hò từng niềm thương ngồi xa diết, hò càng thiết tha không đang hàng cây soi bóng in trên dòng sông heo hắt mênh mông buồn trong cô đơn trong cõi lòng, hồn cong dâng theo con sóng mà sóng hút cao dẫu cao sơi không xuân cái trái sông pha lên lòng. Nước sông quê tôi dâng tràn yêu thương nhớ, vì nước mắt tôi ta biết đi, yêu thương nước trong tình con khi ra đi không nào hồng. Tầm bóng trong tay ta biết ngược yêu nước non rất sáng yêu thương rồi cuối trong hy sinh thôi. Nước non quê hương rằng không về đây. Gió dương cuốn trào như ngàn tiếng kêu hét gào, cùng tình thương tranh đấu xua tan khổ đau muôn kiếp sau. Lắng nghe tiếng hò từng niềm thương vui giao diết, dòng qua thiết tha ngàn tháng. Soi bóng in trên dòng sông, từng sông yêu
tan lớn được cùng xưa chậm chậm bước ta về Hà Nội mùa này chiều buông nắng phố vắng nghiêng như cành cây khô ngoan cốc liêu siêu một mùa Hồ Tây tím mơ Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay hơi ấm anh trao tuổi thơ ngây tưởng như còn đây Hà Nội mùa này vang những cơn mưa cái rét đầu đông gạt đêm bay hiu hiu gió lạnh hoa sữa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan nỡ đường cùng xưa chậm chậm bước ta về Hà Nội mùa này chiều buông nắng phố vắng nghiêng như cành cây khô ngoan cốc liêu siêu một câu mơ Hồ Tây tím mơ Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay hơi ấm trao tuổi thơ ngây tưởng như còn đây hơi ấm anh trao tuổi thơ ngây tưởng như C'était par une chanson délicate. Je pense que vous connaissez tous, donc maintenant je vous invite à terminer et écouter. Trả lời chúc mừng một lần nữa đến cô Hảo và chúc mừng cho cô với tấm huân chương rất là vinh dự cho người Việt Nam và gia đình mọi người rất là tự hào về cô. Lần nữa là chúc mừng cô Hảo. Félicitations à Madame Hảo. Je vous chante une chanson de Edith Piaf, très célèbre, et je vous laisse avec le ciel bleu sur nos peut s'effondrer et la terre veut bien s'écrouler. Peu importe
sur toi.